Alors, donc je me présente rapidement. Claude Bourguignon, donc, ingénieur agronome. J'ai une double formation, à la fois une formation universitaire en biochimie, physiologie et régulation, puis j'ai fait la Grosse Paris. J'ai travaillé pendant 10 ans à l'INRA en microbiologie des sols, je suis microbiologiste du sol. C'est une profession qui n'existe plus, puisque la chaire de microbiologie des sols a été supprimée à l'agro en 86, nous ne formons plus un seul microbiologiste des sols depuis maintenant 20 ans, bientôt une génération. Donc je suis un peu un fossile vivant, si vous voulez. Les connaissances de la vie du sol qui sont absolument plus enseignées. J'ai travaillé d'abord sur les bactéries du cycle de l'azote pour essayer à l'époque de trouver des solutions au soja américain. En fait, on tombait sur des problèmes politiques, donc les solutions n'ont pas été utilisées. Et dans les années 80, j'ai mis au point une méthode de mesure de l'activité biologique des sols, et en allant sur le terrain, je me suis rendu compte que les sols étaient en train de mourir. Pour vous donner une idée, en Europe, nous avons détruit 90% de l'activité biologique de nos sols. Donc j'ai présenté mon travail de recherche à l'INRA qui m'a tout de suite demandé de ne pas publier. Il ne faut pas paniquer avec la population, il faut être gentil avec. Donc j'ai décidé de quitter l'INRA avec mon épouse aussi qui était à l'INRA. Et nous avons donc fondé un laboratoire privé qui est le laboratoire d'analyse microbiologique des sols, où nous faisons du conseil pour les agriculteurs, comment essayer de faire une agriculture durable, justement. On en parle beaucoup, mais c'est pas si facile que ça non. Alors l'agriculture va être obligée de toute façon de changer pour... l'agriculture européenne est obligée de changer pour plusieurs raisons. D'abord, une raison économique. Elle n'est pas compétitive, elle ne fonctionne que parce qu'elle est subventionnée. Or, vous avez déjà des agricultures non subventionnées qui marchent, qui fonctionnent, en partie en Amérique du Sud, dans ce qu'on appelle les villes de Cairns, qui ont développé des modèles agricoles et qui n'ont pas besoin de subventions. Le système est tellement peu compétitif que nous avons détruit en 50 ans 92% de nos agriculteurs. Tellement c'est peu compétitif, le modèle que nous avons développé. La France perd entre 30 000 et 50 000 agriculteurs par an. L'Europe perd 200 000 agriculteurs chaque année. C'est vraiment une agriculture qui n'est plus capable de créer de l'emploi et de créer de l'activité économique. Et en plus, nous fabriquons de la mauvaise qualité, puisque 40% des blés produits en Europe ne sont pas capables de faire du pain avec. On ne peut pas faire de pain, ils ne sont pas panifiables. Ils sont donc donnés aux cochons. C'est quand même aberrant de polluer son environnement pour créer un produit qui n'est pas consommable par les humains. Et il se trouve que parallèlement à cette mauvaise qualité de nos produits agricoles, le consommateur est en train d'évoluer et il demande de la qualité. Pour vous donner une idée, vous prenez la tomate et la fraise, 99% des tomates et des fraises en Europe sont produits hors sol, c'est-à-dire n'ont jamais vu le sol et n'ont aucun goût, et consomment 36 calories pour produire une seule calorie agricole, donc un gaspillage énergétique assez énorme. Donc il y a une espèce de décalage entre le désir des consommateurs d'avoir une meilleure qualité et un système agricole qui pour le moment ne le fait pas. Et puis pendant ce temps-là, les pays de Cairns, qui privés eux de subventions, ont développé des modèles très compétitifs. Donc il va falloir qu'on relève ce défi parce que d'après les annonces des économistes européens, les subventions devraient être supprimées pour la prochaine PAC 2012. Donc il va falloir mettre en route des systèmes qui peuvent fonctionner sans subvention, comme a su faire l'industrie à la sortie de la guerre. Au début, on l'a subventionné, puis elle a appris à vivre sans. Deuxième raison qui fait que cette agriculture va changer, c'est que cette agriculture est destructrice de l'environnement. Nous avons détruit en 6 millions d'agricultures 2 milliards d'hectares de terre, et actuellement nous détruisons, le dernier siècle qui vient de s'écouler, le 20e a détruit 1 milliard de terres à lui tout seul, 1 milliard d'hectares. Nous détruisons la terre à la vitesse, nous désertifions 10 millions d'hectares chaque année. Le désert augmente à la vitesse de 10 millions d'hectares chaque année. Quand nous avons démarré l'agriculture, les déserts ne représentaient que 11% de la surface du globe, ils représentent 33% de la surface du globe. Pour compenser cette perte de 10 millions d'hectares, nous détruisons 15 millions, bon à l'heure actuelle on est même un peu plus haut, on est à 17 millions d'hectares de forêt tropicale équatoriale que nous brûlons chaque année pour faire de l'agriculture. Donc comme nous en ruinons 10 millions et que nous en gagnons 17, on a une balance d'à peu près 5 à 7 millions d'hectares de nouvelles terres cultivées. Le problème c'est que la population elle augmente de 80 millions d'habitants. Donc si vous divisez 80 millions d'habitants, si vous divisez 5 millions d'hectares par 80 millions d'habitants, ça fait que 700 mètres carrés chacun. Or, c'est la définition de la FAO, de la famine. Quand il ne reste dans un pays plus que 700 mètres carrés de terre cultivée par habitant, les gens sont en état de malnutrition. Alors nous, donc la situation actuelle est la suivante. Nous cultivons 1,8 milliard d'hectares pour 6,5 milliards d'habitants. Nous sommes à peu près 2700 mètres carrés de terre cultivée par habitant. Or, nous, en France, on mange sur 6000 mètres carrés. Les États-Unis mangent sur 8000 mètres carrés. Donc, s'il n'y a que 2800 mètres carrés par personne
et qu'il y en a qui consomment 6 000 m², 8 000 m², il y a des gens qui ne doivent pas manger. Effectivement, il y a 1 milliard d'êtres humains qui sont en état de malnutrition, c'est-à-dire autant qu'il y avait d'habitants en 1800. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu autant d'hommes qui ont crevé de faim. Et ça, ce scandale, il ne va pas durer éternellement. C'est qu'il va bien falloir à un moment que nous décidions d'arrêter de détruire cette planète et de permettre à tout le monde d'avoir droit à manger. Or, la situation actuelle, avec cette destruction de sol, elle n'est pas très très encourageante, puisque la production de céréales n'a pas augmenté depuis 1984. Depuis 1984, nous faisons entre 1,8 milliard de tonnes de céréales et 1,9 milliard de tonnes de céréales par an, alors que la population elle continue à monter. Et ça se bloque. Pourquoi? Parce que les sols sont en train de lâcher. Moi, je connais, quand j'ai commencé à travailler avec les agriculteurs dans les années 80, je me souviens de gens qui faisaient partie des clubs des 100 quintaux en région parisienne, et on nous annonçait, je me souviens quand je suis rentré à l'INRA, on sortait un livre blanc, c'était M. Poli à l'époque, qui annonçait qu'en l'an 2000, l'agriculture française produirait 150 quintaux de blé à l'hectare, panifiable. Nous sommes en 2007, les gens qui faisaient partie du club des 100 quintaux dans les années 80, ils sont plutôt à 85-90 quintaux. Ils ne font pas du tout. Vous avez à l'heure actuelle, sur le marché semé par les agriculteurs, des blés qui ont un potentiel à 150 quintaux. Je ne connais pas un seul agriculteur céréalier français qui fait 150 quintaux. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les agriculteurs européens ont des Ferrari et roulent sur des chemins de terre. C'est-à-dire qu'ils ont des blés qui génétiquement peuvent faire 150 quintaux, mais les sols sont en tellement mauvais état qu'ils font plutôt 80-85 quintaux. Donc c'est un recul des rendements et non pas du tout des lendemains qui chantent comme on nous annonçait dans les années 70. Alors l'érosion des sols est un phénomène qui se fait en 3 étapes, toujours la même, c'est toujours la même évolution. Premièrement, mort biologique du sol. Vous mettez des excès de pesticides, excès d'engrais, vous n'apportez plus de matière organique au sol, lentement la faune et la microflore va disparaître. Un pays comme la France, par exemple, la France est le 2e consommateur mondial de pesticides. Nous consommons presque autant de pesticides que les États-Unis avec une surface agricole 10 fois plus petite. Nous consommons 10 fois plus de pesticides à l'hectare que les États-Unis. La France est un des pays, avec la Hollande, qui consomme le plus de pesticides à l'hectare. Le résultat, c'est que votre population animale et fongique en particulier disparaît. Quand les animaux meurent, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de remontée des éléments par les vers de terre, par toute la faune qui passe son temps à remonter. La pluie, elle fait descendre les nitrates, les phosphates, le magnésie, tout ça, et sans arrêt la faune remonte. Les sols fonctionnent depuis des millions d'années. Pourquoi? Parce que la remontée biologique des éléments lutte contre la lixiviation physique. Ça, c'est des lois de la nature. La pluie fait descendre, la faune remonte. Quand vous tuez les vers de terre, nous sommes passés 2 tonnes de vers de terre à l'hectare à 50 kg en France. Les vers de terre, ils ne remontent plus. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous rentrez dans une phase de lixiviation. Vous allez commencer à polluer les nappes et les rivières. Vous allez envoyer les phosphores dans les rivières, les nitrates vont arriver dans les nappes. C'est-à-dire que votre sol va commencer à se lixivier. Donc il va s'acidifier, vous allez perdre en particulier des éléments comme le calcium, l'humus et l'argile ne vont plus pouvoir s'attacher, l'argile va partir et c'est vos rivières qui sont pleines de boue, ils vont rentrer dans la dernière phase qui est la phase physique, c'est-à-dire que la terre s'en va. Alors, ça c'est des photos, il n'y a pas besoin d'aller dans les pays tropicaux pour le voir. Voilà par exemple des choses qu'on voit très bien en France. On arrive à perdre de la terre, même là c'est un drain, ça c'est dans la Sarthe, un drain à 80 cm de profondeur, où l'eau est totalement boueuse. Maintenant, dès qu'il pleut en Europe, toutes les rivières sont pleines de boue. Ça, c'est un phénomène totalement anormal, une rivière doit rester transparente. Quand vos rivières sont boueuses dès qu'il pleut, ou que les fossés sont boueux, c'est que c'est la terre qui s'en va, donc vous perdez votre patrimoine. Alors l'état des sols, bon, et c'est mondial, hein, c'est pas seulement en Europe, c'est toute la planète qui est en train de perdre ses sols. Et on arrive à des situations où, par exemple en zone betteravière, c'est la zone betteravière en bassin parisien, on a maintenant des zones, alors ils parlent de fatigue de sol, parce que bon, des gens qui étaient habitués à faire 90 tonnes de betteraves en font plus que 50, alors ils parlent de sol fatigué, nous on fait des mesures, ils ne sont pas fatigués, les sols sont morts. Il y a une différence entre quelqu'un qui est fatigué et quelqu'un qui est mort, hein, c'est pas tout à fait pareil. Là ils sont carrément morts, c'est que vous ne décelez plus d'activité biologique au laboratoire. Vous ne comptez plus d'animaux, il n'y a plus rien. Le sol est dans un état et vous avez des phénomènes de sol qui sont... Donc le problème qu'a l'agriculture, il est le suivant. Comment répondre à la fois, c'est ça toute la difficulté, comment répondre à la fois à un impératif économique et un impératif environnemental? Ben pour ça, il faut apprendre à cultiver la terre sans l'éroder. Et ça n'a jamais été fait. En 6000 ans d'agriculture, l'homme n'a jamais été capable de développer une technique, une pratique agricole qui protège la terre.
Et c'est ça le grand challenge de ce millénaire. Il va falloir que nous apprenions à cultiver la terre sans érosion. Alors comment faire? C'est pas ça. Il faut changer le dogme dans lequel fonctionne l'agriculture. C'est que l'agriculture est là. Une activité économique qui n'a pas de base scientifique, est une base purement dogmatique. Le dogme de l'agriculture actuelle, c'est le sol, c'est un support inerte, je mets des engrais dessus, ça rend les plantes malades, je les soigne avec des pesticides et je produis. C'est ça le dogme. Or c'est faux, le sol n'est pas un milieu inerte, c'est le milieu le plus vivant de la planète. 80% des êtres vivants sont dans le sol, 80%, c'est pas un petit chiffre. 80% de la biomasse vivante est dans les sols, c'est donc absolument pas un milieu inerte. Et il n'y a absolument pas besoin de pesticides. S'il y a des pesticides, c'est que vos plantes sont malades. Si vos plantes sont malades, c'est qu'elles sont mal nourries. Et pourquoi elles sont mal nourries? Parce qu'il n'y a plus de vie dans le sol et c'est les microbes qui nourrissent les plantes. Donc il faut repenser complètement la façon dont fonctionne le sol. Donc comment faire? Il faut revoir toutes les bases. On sélectionne à l'heure actuelle des plantes génétiquement pour qu'elles répondent à la consommation d'engrais. Par exemple, au début du XXe siècle, la France cultivait 10 espèces de blé. Je ne parle pas de variété, je parle d'espèces. Alors actuellement, nous en cultivons plus que 2, le blé dur et le blé tendre, et nous avons éliminé toutes les espèces qui ne répondaient pas aux engrais. C'est qu'on fait des tests agronomiques, on met des engrais, une PK, si ça répond à l'engrais, on garde, si ça ne répond pas à l'engrais, on élimine. Prenez par exemple les vôtres a été éliminé de l'agriculture française parce qu'ils ne répondaient pas à l'azote. C'est les agriculteurs biologiques qui ont sauvé les vôtres, puisque justement ils n'utilisent pas d'azote. Et si nous avons encore du Triticum spelta, donc cette espèce de l'épeautre, c'est grâce aux agriculteurs biologiques qui ont sauvé cette espèce parce que justement ils appréciaient sa rusticité, c'est le fait qu'il poussait sans avoir besoin d'azote. Donc vous pouvez génétiquement faire, au lieu de pratiquer ce que nous pratiquons, c'est-à-dire de détruire la biodiversité, de cultiver plus de 2 espèces de blé au lieu de 10. Nous sommes passés de 3600 variétés de fruits cultivées en Europe à moins de 40. Au lieu de pratiquer cette destruction de la biodiversité, c'est au contraire utiliser cette biodiversité et rechercher non pas des plantes qui vivent à coups d'engrais et de pesticides, mais au contraire sélectionner ce qui est plus rustique et qui protège les sols, qui n'ont pas besoin d'eau pour pousser, pas besoin d'aller prendre de l'OGM pour faire pousser des maïs sans eau. Vous avez dans la famille des maïs des espèces qui ne consomment pas d'eau, d'irrigation pour faire pousser un sorgho, pour faire pousser un moa, pour faire pousser un mil, ou des millets, si on peut dire, pas besoin d'OGM pour faire ce genre de choses. Vous avez sur Terre des plantes qui vivent même dans les déserts totaux sans eau. Donc c'est pas la peine d'aller injecter des choses dont on ne connaît pas en plus les résultats sur l'environnement, alors que nous avons 350 000 espèces de plantes à notre disposition que nous pouvons peut-être sélectionner de façon différente. Donc c'est avoir une génétique non pas appauvrissante, mais au contraire, des plantes qui poussent sans eau, des plantes qui mettent en valeur des sols pauvres, etc. Donc c'est une autre approche de la génétique. C'est aussi au niveau des pesticides, apprendre à diminuer les doses et arrêter de mettre les doses excessives que nous mettons en France et apprendre à gérer les pesticides de façon beaucoup plus utile. Troisième domaine, le travail du sol. Alors dans le travail du sol, l'homme n'a pas travaillé le sol au début. L'homme a inventé, la première agriculture a été inventée avec le feu. Ça a été inventé il y a 500 000 ans. Le feu, c'est la première grande invention qui permet à l'homme de changer son milieu écologique. Donc comment il pratique? Il pratique ce qu'on appelle l'agriculture sous brûlis, qui consiste à mettre le feu à la végétation locale, et dans les cendres, vous prenez un bâton à fouiller, vous faites un trou dans le sol, vous mettez une graine de légumineuse, une graine de céréales, vous rebouchez avec l'orteil, et vous laissez pousser. Et puis au bout d'un moment, avec ces techniques-là, la nature qui a horreur du vide va commencer à faire pousser des mauvaises herbes. Quand il y a trop de mauvaises herbes, qu'est-ce que fait le cultivateur sur brûlis? Il s'en va. Ils ont des villages qui sont en palme et en bois, ils sont mobiles, ils se déplacent. Et ils reviennent, les cycles de rotation, quand vous êtes en Nouvelle-Guinée, en Amazonie, c'est encore des hommes qui travaillent comme ça, et d'à peu près 60 ans. Tous les 60 ans, l'homme revient au même endroit, remet le feu, cultive, dès que les mauvaises herbes arrivent, il repart. C'est une agriculture extraordinairement reposante, à peu près 2 à 3 heures de travail par jour. C'est plutôt cool, et ça a duré comme ça pendant 500 000 ans. Puis on a inventé il y a 10 000 ans une catastrophe pour les agriculteurs qui est la ville en dur. Et on a commencé à inventer les pyramides, les grandes villes de Babylone, tout ça. Plus moyen pour l'agriculteur de partir. Parce qu'autant c'est facile de laisser pourrir un village pygmée ou papou, autant une pyramide ça se déplace plus. Donc à partir de ce moment-là, les hommes ont été obligés de trouver une technique pour continuer à cultiver avec les mauvaises herbes. Ils vont inventer le travail du sol. C'est la malédiction divine dans tous les romans, la Bible, enfin dans toutes les légendes de tous les peuples. L'homme vivait dans le paradis, il n'était pas fatigué, il avait juste à brûler un peu, et ça poussait tout seul. Et puis il invente le sol, et Dieu, c'est la malédiction de Dieu,
la terre ne produira que des épines et tu te nourriras la sueur de ton front. Et on passe à 14 heures de travail par jour. Hein, le désherbage, à la main, je parle d'agriculture manuelle, en Afrique, le désherbage manuel, c'est 140 heures de travail à l'hectare. Et depuis 6000 ans, l'homme travaille la terre fait pousser des mauvaises herbes, l'homme redétruit les mauvaises herbes. Ça fait 6000 ans que la terre explique à l'homme que le sol ne doit jamais être nu, le sol doit toujours être couvert. C'est pour ça que dès que l'homme met de la terre nue, immédiatement la nature faire pousser quelque chose pour protéger le sol. Car c'est les plantes qui sont un peu comme les cheveux sur votre crâne. Les plantes sont là pour protéger le sol contre l'attaque de la pluie, contre la violence des rayons du soleil, contre l'érosion. Donc ce qu'il faut, c'est de se dire, tiens, nous créons de l'érosion parce que nous croyons absolument qu'il faut travailler les sols. La nature, elle fonctionne depuis des millions d'années sans travail. Est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas imaginer une agriculture qui ne met pas le sol à nu, puisque la nature ne veut pas que le sol soit nu, elle passe son temps à faire pousser des mauvaises herbes, ce que nous appelons mauvaises herbes, qui sont en fait des herbes qui viennent protéger le sol. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre modèle? Pour ça, on peut tout simplement faire une chose, on va étudier ce que la nature fait. La nature a un énorme avantage sur nous, c'est qu'elle est pérenne, elle est fortement durable, et donc elle a forcément des modèles qui fonctionnent, puisqu'elle est capable de durer pendant des millions d'années, sans érosion, et sans appauvrissement de son sol. Alors comment elle fait? Je vais vous montrer une photo en forêt, en forêt amazonienne. Vous allez tout de suite comprendre comment fonctionne la nature. Voilà, donc c'est une photo prise par mon épouse sur le bassin amazonien. Vous avez au-dessus, ici, c'est la grande réserve de l'Iguassou. Ça, c'est un milieu sauvage, naturel, qui a 70 millions d'années, qui reçoit 3 mètres d'eau par an. Vous pouvez remarquer que la rivière qui sort de la réserve, le grand fleuve est absolument transparent. Et toutes les zones d'eau que vous voyez au milieu de la réserve sont absolument transparentes. Dans la rive de l'autre côté, en face de la réserve, c'est cultivé. La rivière qui sort de la zone cultivée est entièrement boueuse. Ça veut dire que la nature, elle fait un modèle absolument durable, il n'y a pas de sol qui s'en va. Dès que l'homme intervient, dès qu'il met le sol à nu, la rivière devient immédiatement orange. Ici, vous pêchez, c'est plein de poissons. Ici, tous les poissons crèvent noyés par la boue. Donc, l'idée est la suivante. Puisque ce modèle-là fonctionne, avant de le détruire, il faut que le feu le saccager, je vais l'étudier. Je vais essayer de comprendre comment un système est capable, pendant 70 millions d'années, de recevoir 3 mètres d'eau par an sans perdre de sol. Donc, on va regarder comment ça marche, comment le système biologique a réussi, au cours de l'évolution, c'est au cours de centaines de millions d'années d'évolution, de faire un modèle qui ne perd rien. Alors, le modèle est suivant. Je vais prendre le modèle qu'il y avait en France avant que nous arrivions, c'est-à-dire la forêt. Et on va faire comme ça. Voilà. Donc, avant l'arrivée de l'homme, un pays comme la France était couvert à 98% de forêts de feuillus. Il n'y avait de résineux que dans les montagnes. La France était un pays de forêts de feuillus. La forêt qui culmine, la forêt tempérée. On en a des traces dans nos cathédrales, dans les toitures de nos cathédrales. On a encore quelques lambeaux de forêt tempérée vierge au sud Chili. C'est une forêt qui culmine à 40-45 mètres de haut. Ça n'a rien à voir avec ce que vous appelez forêt. Ce que vous appelez forêt, c'est du taillis. Il n'y a plus de forêt au sens des grands chênes qui sont capables de faire des poutres de 15 mètres de long, 60 sur 60, c'est fini. Il n'y a plus ça en Europe. Toute la forêt européenne est découpée. Alors comment on le fait cette forêt pour fonctionner pendant aussi longtemps Elle fonctionne de la façon suivante. Tous les ans, la forêt fait tomber, je prends la forêt tempérée, donc la forêt de nos régions, tous les ans, elle fait tomber ce qu'on appelle la litière, les rameaux, toutes les branches mortes des arbres et les feuilles. Selon les systèmes climatiques, en Europe, ça fait tomber entre 3 et 8 tonnes, tous les ans, de 3 à 8 tonnes de rameaux et de feuilles qui tombent sur le sol. Ces rameaux et ces litières vont être attaqués par deux groupes d'organismes. Le premier organisme appelle les broyats primaires, c'est-à-dire les animaux, qui vont attaquer ces bouts de bois, qui vont faire des crottes. Puis le deuxième organisme qui va arriver, les champignons. Les champignons sont les seuls organismes au monde capables d'attaquer la lignine. Les bois et la forêt formée essentiellement de lignine, qui est la matière la plus abondante produite sur Terre par la vie. Et ces champignons vont transformer cette lignine en humus, qui est la molécule la plus complexe que nous connaissons de point de vue biologique. C'est-à-dire qu'on se rend compte que qu'est-ce qu'elle fait, la nature? Elle prend une substance, des rameaux, des feuilles, donc de la lignine, une substance qui est déjà complexe, et elle la rend encore plus complexe. Ce qu'on appelle en biologie le phénomène d'aggradation. C'est-à-dire que pour lutter contre l'érosion, contre les lois physiques qui sont des lois très dures, que fait la nature? Elle aggrade, elle complexifie. Elle répond à la destruction du milieu physique par une complexification. C'est l'inverse de ce que fait toute notre agriculture. Notre agriculture minéralise, dégrade, passe son temps à dégrader les sols,
détruire la matière organique, la minéraliser, la transformer en nitrate, donc la détruire. La vie, c'est tout ça qu'elle fait. Première étape, elle aggrave. Elle crée de la complexité. Alors, ce schéma d'humus, cet humus, il va se former à la surface avec donc des animaux. Alors, vous avez des animaux qui vont attaquer les parties tendres des feuilles. Vous avez tous vu dans les bois les feuilles qui sont transformées en dentelle. Ces animaux, c'est ce qu'on appelle des colamboles, des organismes assez particuliers, très variés au point de vue forme. Nous connaissons à peu près 10% de ces espèces. C'est un monde totalement inconnu, très peu étudié. Population de ces animaux en forêt, 3 à 4 milliards à l'hectare. Leur travail, c'est attaquer les parties tendres. Ensuite, vous avez les animaux qui attaquent les parties plus costauds, les acariens. Pareil, 3 à 4 milliards d'animaux, des formes extrêmement variées. Eux sont capables d'attaquer les nervures des feuilles, d'attaquer des bouts de bois. Vous avez ensuite des vers de terre qui vivent à la surface du sol, qui sont des animaux qui mangent plutôt les excréments des acariens et des colamboles. Donc les vers épigés, il y en a un que vous connaissez bien, c'est le petit en bas, la Eisenia fetida, qui se nourrit uniquement d'excréments d'animaux. Lui, il nettoie toutes les crottes d'animaux sauvages. Et puis, vous avez des animaux capables carrément d'attaquer des bouts de bois, comme les cloportes, c'est-à-dire des crustacés, des gules, qui ont des mandibules extrêmement costauds, qui mangent carrément des tiges de colza, des trognons de maïs, qui sont capables d'attaquer des choses dures. Et puis vous avez des prédateurs qui mangent ces animaux, des pseudoscorpions, des araignées. Donc il y a tout un monde qui est à l'intérieur du sol et qui va participer à cette première étape qui est de broyer pour faciliter l'attaque des champignons. Quand vous regardez le travail de ces animaux en microscopie, vous vous rendez compte qu'ils ont créé des crottes, qu'on appelle les boulettes fécales, et qu'ils ont incroyablement aéré le sol. Sous le travail de cette faune, le sol va devenir absolument comme de la moquette. Vous avez tous été marchés en forêt, vous avez remarqué l'incroyable moelleux du sol forestier. C'est que le sol forestier, c'est 80% de vide, c'est comme l'air. Ça va permettre donc à la forêt de résister contre la pluie, parce que quand il pleut, la forêt n'est pas gênée, ne connaît pas l'érosion. Elle a une perméabilité de 150 mm d'eau à l'heure, c'est-à-dire qu'un sol forestier peut recevoir 150 mm d'eau à l'heure, toute l'eau va rentrer dans le sol. Pour vous donner une idée, un limon labouré a une perméabilité d'1 mm d'eau à l'heure. La forêt 150, l'homme travaille le sol, le labour 1 mm d'eau à l'heure. Vous avez maintenant des limons dans la région de la Somme qui sont tombés à 1 mm en 24 heures. Ils ne boivent qu'1 mm d'eau en 24 heures. L'eau stagne pendant plusieurs jours sur le sol après une pluie. En forêt, les forêts équatoriales boivent 300 mm d'eau à l'heure. Vous voyez, donc l'érosion n'existe pas, toute l'eau va être freinée et passer à travers ces boulettes fécales. Ensuite, les champignons vont donc, alors si on regarde en détail, c'est en grossissement plus fort les boulettes fécales, vous allez voir le vide que ça fait par rapport à la matière pleine. Vous voyez, c'est comme des grosses billes qui sont superposées, donc l'eau peut rentrer là-dedans extrêmement facilement. Alors, les arbres vont s'adapter à ce système, c'est-à-dire que la litière est attaquée, elle est transformée en humus, et au printemps, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une partie de l'humus, 1 à 2% chaque année, va se minéraliser sous l'action des bactéries, ici, ce n'est plus avec les champignons, et lentement, cette molécule très complexe qui est l'humus, une partie de cet humus va se minéraliser, va donner naissance à du nitrate, du phosphate, du sulfate, qui va descendre à travers la couche du sol, qui sera récupéré, si vous avez vu des enracinements d'arbres, vous avez vu que les arbres ont une première couche de racines horizontales, qui rampent sous la litière. Ces racines vont récupérer le nitrate, le phosphate, et vont le recycler. Le système sol, plante est fermé, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte de nitrate, pas de perte de phosphate, pas de perte de magnésie, pas de perte de calcium. Tout est constamment recyclé parce qu'il y a un réseau de racines sous la matière organique. C'est ça le système astucieux de la nature, c'est que les racines se mettent sous la matière organique, elles ne sont pas au-dessus comme nous faisons avec le labour, nous mettons la paille au fond, nous mettons la paille sous les racines, donc nous polluons. Là, la matière organique, elle est bien au-dessus. Les arbres, ensuite, ils ont un deuxième système d'enracinement qui est un système pivotant qui lui va plonger dans le sol profondément jusqu'à la roche-mère. Là, il y a deux solutions. La roche-mère est fissurée, la racine va continuer son chemin, et là, elle descend très profond. Un record mesuré dans un pays comme la France, sous chêne, 150 mètres de profondeur, sous merisier, 140 mètres de profondeur, sous orme, 110 mètres, c'est-à-dire que là, on va jusqu'à la nappe. Et il est la seule plante au monde capable de prendre l'excédent de la pluie et de l'emmener jusqu'à la nappe phréatique le long de ses racines. Les spéléologues qui nous ramènent ces racines, elles sont en campagne piteuse pour creuser sur 150 mètres. C'est les spéléologues qui nous rapportent ces racines de grande profondeur. Eh bien, ils nous disent que dans les grottes souterraines, sur Terre, on voit l'eau ruisseler le long des racines de l'arbre. L'arbre, c'est le grand gestionnaire de l'eau.
parce qu'il va d'une part développer les champignons qui retiennent l'eau à la surface du sol, c'est pour ça que les sols forestiers sont toujours frais, ils ne sont jamais secs, et ensuite il gère, il remplit, il stocke l'excédent d'eau de pluie dans la nappe. Donc c'est un système, l'arbre est une plante absolument unique pour son fonctionnement, c'est vraiment les arbres qui gèrent l'eau. Et puis, là où c'est pas fissuré, bien la racine va ramper sur le caillou, et va attaquer le caillou, elle va attaquer avec des acides, sécréter des acides organiques, et elle va dissoudre le caillou. Elle va être consolidée par des bactéries, c'est-à-dire que l'arbre va envoyer du sucre par ses racines, toutes les plantes font la même chose, elles envoient du sucre qui vient de la photosynthèse par leurs racines, elles nourrissent des microbes, et là des microbes vont attaquer le caillou, fabriquer du nitrate, du phosphate, de la potasse, du soufre, et vont le donner à l'arbre. Donc il y a un échange, l'arbre va donc remonter les éléments minéraux de la roche-mère, va les remonter jusque dans son feuillage. À cette profondeur-là, il y a des racines qui meurent, et ces racines mortes seront à nouveau nettoyées par une faune spécialisée, qu'on appelle la faune endogée, des colamboles, des acariens, mais de grande profondeur, qui vont nettoyer tout ça pour permettre aux jeunes racines de revenir. Cette attaque de la roche-mère par les racines va transformer la roche en une fraction minérale très complexe. Là encore, on retrouve toujours le système biologique qui passe d'un système simple à un système plus complexe. Ces cristaux qui sont les plus complexes que nous connaissons sur Terre s'appellent les argiles. Les argiles sont des silicates de fer et d'alumine. Comment ils sont formés par les racines? Moi, quand j'ai fait l'agro, on ne savait pas encore comment c'était fait, les argiles. Personne ne savait comment c'était fabriqué, donc on sortait des théories totalement délirantes et incompréhensibles. Et puis, à la fin des années 80, une équipe canadienne et une équipe australienne ont montré comment ça se faisait. Il ne fallait pas aller chercher des théories très compliquées, c'est tout simple. La plante, quand elle attaque une roche, qu'est-ce qu'elle va pomper? Elle va pomper ce dont elle a besoin. C'est-à-dire qu'elle va pomper le soufre, le calcium, le magnésium, la potasse, le phosphore, tout ce qui la nourrit. Or, les roches, elles sont formées de quoi? Elles sont formées essentiellement de silice, de fer et d'aluminium, qui sont les atomes majoritaires dans la roche. Donc, lorsqu'une plante va pomper tout ce dont elle a besoin, calcium, magnésium, phosphore, etc., elle va laisser dans la périphérie racinaire beaucoup de silice, beaucoup de fer et d'aluminium, parce que l'on utilise très peu, c'est des oligo-éléments pour elle. Alors, vous avez une loi en chimie qui dit que quand une substance dans la solution de l'eau devient trop concentrée, elle cristallise. C'est comme ça qu'on récolte le sel marin, on fait sécher de l'eau de mer, on fait évaporer, puis à un moment, les cristaux de sel cristallisent tout seul, et ça arrive à un certain niveau de concentration dans l'eau de mer, et on fait des cristaux. Qu'est-ce qui va se passer autour de la racine de la plante? Tous ces éléments de silice et de fer et d'aluminium qui se concentrent de plus en plus, à un moment vont cristalliser en silicates de fer et d'alumine, qui sont des cristaux extrêmement grands, des grands feuillets, et ces grands feuillets ont une capacité d'échange en cations, c'est-à-dire que ces minéraux ont la propriété remarquable de retenir la potasse, la magnésie, le calcium. C'est-à-dire que la vie fabrique un système qui va nous permettre de se nourrir. C'est quand même assez extraordinaire de dire que l'évolution a abouti à attaquer un matériel minéral, la roche, pour la transformer dans les cristaux les plus complexes que nous connaissons sur Terre, l'argile. Elle attaque des rameaux et des feuilles pour en faire la molécule biologique la plus complexe du monde, l'humus. Et il se trouve que dans le sol, humus et argile, grâce à une troisième faune, alors que vous connaissez tous, qui s'appelle les vers de terre, ceux-là vous les connaissez bien, c'est les grands vers de terre que vous voyez quand ils sortent la nuit en période de reproduction au printemps, on appelle donc la faune anécique. Ces grands vers qui circulent verticalement dans les galeries et qui, eux, vont donc remonter constamment, toutes les nuits. Ils remontent dans leur galerie, ils viennent chercher de la matière organique, ils redescendent, ils font en faisant demi-tour, ils vident leur intestin pour former ce qu'on appelle un turricule, ils redescendent dans leur galerie, ils revident un turricule, et on a montré que c'était dans l'intestin de ces vers de terre que l'argile et l'humus se mettaient ensemble pour former le complexe argilo-humique. Et ce complexe est attaché par un ion qui a, les argiles sont négatives, les humus sont négatifs, et vous avez un ion qui a deux charges positives, le calcium. Alors les vers de terre ont une glande qu'on appelle la glande de Morène, qui sécrète énormément de calcium, et dans l'intestin, calcium et humus vont s'attacher ensemble. C'est pour ça que quand vous prenez une crotte de ver de terre et que vous la mettez dans un bocal d'eau et que vous remplissez d'eau, vous voyez que la crotte ne s'effondre pas. Si vous prenez de la terre, ça fait de la boue au fond du bocal. Vous voyez que le turricule ne bouge pas, parce que c'est un complexe argilo-humique parfaitement stable. Donc on voit que le sol est un modèle tout à fait remarquable, c'est le milieu le plus riche du monde, c'est le seul milieu qui est formé d'une matière organique et d'une matière minérale. L'air et l'eau, l'atmosphère et l'eau sont des milieux purement minéraux, c'est des milieux que nous polluons, on ne se prive pas de polluer l'eau, on ne se prive pas de polluer l'atmosphère, et ce n'est pas des milieux que nous pouvons détruire. Parce que quand un milieu est minéral, les attaches sont atomiques, c'est indestructible. Si on voulait faire disparaître l'eau de la surface du globe, il faudrait chauffer la planète à 100 degrés et puis elle s'évaporerait. C'est tout ce qu'on pourrait faire. L'atmosphère, pour casser des molécules d'azote qui
qui fait 70% de l'atmosphère, avec une triple liaison, on sait le faire maintenant, pour faire les engrais chimiques, il nous faut une tonne de pétrole pour faire une tonne normale. C'est des énergies énormes. Par contre, détruire un sol, c'est très très facile. Il suffit tout simplement que vous arrêtiez d'apporter de la matière organique à votre sol. Il suffit qu'au lieu de laisser la matière organique au-dessus, vous l'enfouissez avec un labour, et vous allez faire disparaître la matière organique, disparaître les humus. À ce moment-là, les archives ne sont plus attachées, et c'est l'érosion, et vous avez de la boue plein vos rivières. Donc le sol a comme propriété d'être le milieu le plus riche du monde, puisqu'il a une capacité d'échange en cations, il retient les éléments nutritifs, mais il est le plus fragile, et il est le plus sensible à l'action humaine. C'est donc, quand on connaît le fonctionnement du sol, il faut donc reprendre complètement différemment. Je vais vous montrer une photo. Ça devient difficile de trouver des vers de terre, de trouver des sols où il y a pas mal de vers de terre, mais des personnes qui travaillent encore correctement, on en trouve. Voilà par exemple un travail de vers de terre, vous voyez, sur un limon. Vous voyez comment il raye, vous voyez tous les petits traits verticaux que vous voyez là le long de ce profil, ce sont des galeries de vers de terre qui circulent constamment du haut jusqu'en bas. Alors ils mangent l'emploi de terre tous les jours. Il y a un bon sol, c'est un bon sol forestier, c'est entre 2 tonnes et 4 tonnes de vers de terre à l'hectare, donc tous les jours ils remontent. L'emploi de terre, on dit le brassage que ça fait, c'est-à-dire que les vers de terre brassent entre 1000 tonnes, enfin entre 100 tonnes et plus de 1000 tonnes de terre par hectare. Il y a plusieurs centimètres de terre chaque année. C'est eux qui sont responsables de l'enfouissement des restes humains. Vous savez que quand ils font des fouilles, les archéologues, ils trouvent la pierre taillée, ensuite les mosaïques romaines, ensuite les restes du Moyen-Âge. C'est pas parce que les gens de la pierre taillée vivaient sous terre, ils vivaient comme nous à la surface de la terre, mais les vers de terre ont recouvert constamment ces restes. Darwin a été le premier scientifique à donner une datation des restes humains en mesurant l'épaisseur de terre déposée par les vers de terre, connaissant le poids de terre transporté tous les jours par les vers de terre. Il a été le premier à donner des datations en disant voilà, ça a 10 000 ans, vu l'épaisseur de terre recouverte. Si vous avez eu l'occasion, il y en a parmi vous qui ont des jardins, que vous avez mis des pas japonais dans vos jardins, des pierres, vous avez remarqué que les pierres disparaissent lentement. C'est des vers de terre qui déposent de la terre constamment par-dessus. C'est pour ça que souvent j'entends les visiteurs qui me disent oh là là, j'ai les pierres qui remontent. C'est jamais les pierres qui remontent, ça n'existe pas, c'est la terre qui s'en va. Donc quand vous voyez les pierres apparaître, c'est que vous êtes en train de perdre votre sol. Les pierres ne font que s'enfoncer avec le travail de la fouille. Si vous allez dans les forêts, toutes les forêts françaises étaient autrefois cultivées, faites un trou dans la forêt, vous retrouverez l'ancien horizon cultivé par un petit lit de pierre caractéristique qui était l'ancienne surface agricole, et les vers de terre ont remis de la terre par-dessus, et ils ont fait doucement disparaître ces couches de terre. On les étudie, c'est comme ça qu'on sait par exemple que les Gaulois labouraient dans les deux sens, une fois dans un sens et une fois dans l'autre, parce qu'on travaille sur ces petites couches qu'il y a sous la forêt, qui sont intactes depuis longtemps, et on se rend compte, par les orientations des feuillets d'argile, qu'elles sont orientées perpendiculairement, parce qu'on travaille une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Donc le sol, vous voyez, c'est pas du tout un milieu inerte, mort, c'est un milieu extraordinairement vivant, très complexe. Il faut, si on veut faire une agriculture durable, il faut cesser de violer les lois du sol, c'est-à-dire cesser de raconter que c'est un milieu mort, inerte et qui n'a pas besoin qui a juste besoin d'engrais chimiques, mais il faut essayer de le comprendre et donc d'étudier son système biologique. Alors, pourquoi le labour est une catastrophe? Pourquoi il provoque tellement d'érosion associée avec les engrais chimiques? Les engrais chimiques favorisent la minéralisation de la matière organique, les pesticides détruisent la faune, et puis le labour, lui, met tout à l'envers. Alors pourquoi c'est une catastrophe? Parce que quand vous allez labourer, qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous faites une semelle. C'est-à-dire que votre charrue, plus vous labourez profond, plus la semelle va être dure, plus il faut de puissance au tracteur, et plus vous lissez le sol. Cette semelle va empêcher déjà l'eau de circuler. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait en labo? Vous avez pris la pâte et vous l'avez mis au fond du profil. Ça, la nature n'est pas du tout au courant de ça. Il y a des millions d'années que les animaux, eux, travaillent la matière organique en surface. Donc quand vous allez aller au fond, qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément d'espèces qui vont disparaître parce qu'elles ne savent pas vivre à l'intérieur du sol. Elles ont l'habitude de vivre au-dessus, elles ne vivent pas à l'intérieur. Mais déjà, vous faites chuter tout de suite la population du sol. Ensuite, les animaux qui vont transformer cette paille, qui arrivent à vivre à l'intérieur du sol, qui vont transformer cette paille, vont faire des crottes. Ces crottes vont être attaquées par les microbes. Et le problème des microbes, c'est qu'eux, ils consomment énormément d'oxygène. On dit qu'ils ont une forte demande biologique en oxygène. Ils consomment 350 fois plus d'oxygène que nous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme l'oxygène ne va pas avoir le temps de traverser la couche labourée, ici, on va rentrer en anaérobiose. Et l'anaérobiose, ça va se mettre à puer. Si vous avez envie de fumer, par exemple, ça va carrément sentir mauvais, ça va faire des glaies. Or, il est totalement impossible de faire de l'humus en anaérobiose, car les champignons sont tous aérobies. Il n'existe aucun champignon anaérobique sur Terre. Donc, vous ne faites plus d'humus.
Le jour où vous labourez, vous arrêtez la production d'humus. C'est pour ça que, curieusement, les agriculteurs ont du mal à comprendre pourquoi nous avons triplé le volume de paille en France depuis 1900. 1900, c'est à peu près 2 tonnes de paille à l'hectare, on en fait 6 tonnes maintenant. Et nous avons divisé par 4 notre teneur en matière organique. C'est quand même curieux, on pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'on avait plus de 4% de matière organique en 1900, on en a plus que 1,4, alors que nous produisons 3 fois plus de paille. Et simplement, quand en 1900, les gens ils travaillaient au cheval. Puis le cheval, vous ne labourez pas à 30 cm, hein. Même Rambo, il n'y arrive pas. Hein. Le cheval, il gratte la surface du sol. Donc il laissait encore de la paille proche de la surface du sol. Il fabriquait encore des humus. Le jour où vous labourez à plus de 8 cm de profondeur, c'est fini, vous ne fabriquez plus d'humus. Vous faites une croissance d'humus. Hein, Venise est une ville qui est sur l'eau, et elle tient pourquoi? Parce que les piliers de chêne sont sous l'eau, il n'y a pas de décomposition, il n'existe aucun champignon capable d'attaquer les piliers qui soutiennent les cathédrales de Venise, et cette ville tient depuis 1000 ans sur des piliers de chêne parce qu'il n'y a pas de champignons pour l'attaquer. Tout agriculteur, surtout les éleveurs qui ont eu l'occasion d'enfoncer des piquets pour faire des clôtures, vous avez remarqué que quand vous sortez un piquet en bois, donc de la lignine, qui n'est attaqué que par les champignons, les bactéries ne peuvent pas toucher la lignine, et vous avez constaté que votre piquet il est attaqué en haut, hein, il est creusé en haut, que la pointe est intacte. Or, vous mettez votre paille là où la pointe est intacte, vous ne faites plus d'humus. Le jour où vous pratiquez ça, vous retournez la terre, votre terre va mourir. C'est-à-dire que vous allez commencer l'érosion. C'est inévitable, c'est une pratique qui ne peut pas faire autre chose que l'érosion. En plus, les grands vers de terre, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gros vers de terre? Ils ne vont pas s'amuser à monter jusqu'à là, vous ne savez plus de paille. La paille, vous l'avez mise ici. Donc les vers de terre, ils arrêtent leur galerie ici, ils ne remontent plus les éléments. Ils arrêtent de les remonter, puisque de toute façon, vous leur donnez à manger en bas. Et ensuite, le blé, quand il va descendre avec ses racines, il descend ici, ça pue, c'est anaérobie, il s'arrête. Il attend que la fermentation soit finie. Donc, si votre blé est semé en octobre, il descend à la vitesse d'1 cm jour grâce à ses racines. Si vous avez enfoui à 30 cm, il faut 1 mois pour arriver à la zone fermentée. Là, ça pue, il attend. Tant que ça pue, il ne passera pas. Donc, il y a 1 mois à fermenter, vous perdez 30 cm d'enracinement. Si c'est 2 mois, ce sera 60 cm d'enracinement. Et pendant ce temps-là, comme vous avez tout fait, les transformations anaérobies, ça minéralise, s'il n'y a pas d'humus. Comme ce n'est pas complexe, vous allez au contraire avoir une dégradation, vous polluez la nappe. Donc vous avez tout faux pour le sol, vous avez tout faux pour l'évolution des matières organiques, vous avez tout faux pour la faune, vous avez tout faux pour la pollution de la nappe. Donc il faut arrêter cette méthode-là. Le problème, c'est que, comme c'est écrit dans la Bible, et que les gens font des concours de labour, que c'est rentré dans l'inconscient collectif, c'est un travail de sociologie. C'est-à-dire qu'il faut, c'est exactement comme il faut expliquer en Afrique, on n'a pas tué les femmes comme ça, etc. Donc je leur expliquer des bases. Il faut expliquer que le labour est une pure vision ancienne, à l'époque on ne pouvait pas faire autrement, que maintenant on sait comment fonctionne le sol et qu'on n'a plus besoin de labourer. Mais ça demande, c'est pas les sols qui sont difficiles à être décompactés, c'est la tête des gens, parce qu'ils sont bloqués depuis 6000 ans dans des légendes qui n'ont rien de scientifique, qui sont des légendes. On n'a jamais augmenté un rendement avec un labour, dans aucune expérience agronomique sur Terre, mais les gens sont persuadés que s'ils ne labourent pas, ça ne produit pas. Alors qu'on a au contraire des augmentations de rendement quand on arrête de labourer. Mais c'est vrai que psychologiquement, je le reconnais, c'est pas ça. Alors comment faire? Comment l'agriculteur peut-il passer à un arrêt du labour? Il faut d'abord que dans sa tête, il ne va pas être encouragé par ses voisins qui vont se moquer de lui, qui vont dire tu vas rater, tu vas couler, tu vas ruiner ta ferme, tu vas la vendre. Il faut qu'il lutte psychologiquement contre un environnement défavorable. Mais il faut surtout, le problème, c'est qu'il faut qu'il relance sa faune. Quand vous êtes tombé à 100 kg de vers de terre à l'hectare, vous n'avez pas demandé au vers de terre tout de suite de décomposer vos pailles. Donc en général, on passe par des étapes, ça va dépendre un peu des rotations. Vous savez, si vous avez des rotations très dures pour le sol, comme betterave, patate, oignon, haricots verts, blé, c'est une céréale tous les 5 ans, vous comptez à peu près 15 ans avant de remettre votre sol debout. Si vous avez des rotations de type Léorche, colza, c'est-à-dire que des cultures d'hiver qui sont semées en bonnes conditions et moissonnées en bonnes conditions, en général, 3-4 ans, la faune est revenue. Donc on peut, pendant une étape, ça dépend des rotations, si vous êtes en prairie, vous n'avez pas besoin, si vous avez de la prairie, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là, on passe par ce qu'on appelle le TCS, c'est-à-dire la technique culturale simplifiée, qui consiste donc à remuer superficiellement la matière organique. Alors vous avez pas de machines, ça va des machines rotatives type Horsch ou Tutsi, qui sont des machines qui vont mélanger superficiellement la paille et le sol. Moi je les appelle les techniques compliquées de semis, parce que c'est des techniques qui sont quand même embêtantes. Vous mélangez de la paille avec le sol, donc vous créez des soies azotées, donc il faut mettre de l'azote au moment du semis. Ce n'est pas recommandé à l'heure actuelle par les champs d'agriculture. Vous avez des problèmes de limaces. Les vers de terre ne reviennent pas tout de suite. Vous avez beaucoup plus de mauvaises herbes parce qu'à l'intérieur au moins du labour, puisqu'il a été créé que pour ça, c'est un désherbant le labour. La seule utilité du labour, c'est que ça désherbe. Et là, au contraire, vous allez stimuler les mauvaises herbes. Donc ça demande pendant un moment d'utiliser des herbicides, ce qui n'est pas top pour le sol. Mais c'est souvent une étape assez indispensable avant que la vie revienne. Et quand le sol redevient vivant, on peut
vendre la charrue et passer à une technique de semi-direct sous couvert. Alors le semi-direct sous couvert, c'est quoi le principe? C'est copier la nature, c'est-à-dire c'est de non pas faire comme on voit, c'est-à-dire enfouir tout avec une putréfaction, hein, c'est du tournesol labouré, vous voyez tous les côtés bleutés de la putréfaction hein, dans l'anaérobio, c'est surtout pas faire ça, c'est au contraire se baser sur une observation très simple, qui est que quand j'observe un blé qui se développe, et on constate que le blé, il a très bien structuré le sol. Hein, si je regarde une plante sur le sol, qu'est-ce que je constate? Un contraste très très fort entre la zone compactée par la charrue, hein, ce qu'on appelle la semelle de labour, qui est du vrai béton, puis au-dessus j'ai un sol extraordinairement aéré. Hein, c'est-à-dire que la racine, la biologie, elle ne le compacte pas, elle fait exactement l'inverse, elle décompacte, c'est-à-dire qu'elle crée une énorme aération. Alors quel est le problème de l'agriculteur depuis 6000 ans? C'est ne pas avoir de mauvaises herbes et avoir un lit de semences. Un lit de semences, c'est quoi? C'est une terre grumeleuse, c'est justement pas des grosses mottes, c'est une terre grumeleuse qui va permettre à la graine d'avoir à la fois et de l'oxygène et de la fraîcheur pour germer. Hein, parce qu'elle a justement toutes les difficultés pour la graine. C'est qu'il lui faut de l'eau, parce que sinon elle ne germe pas, mais il lui faut quand même de l'air, parce qu'elle a besoin de respirer pour germer. Or, qu'est-ce que je constate? Je constate que les racines, elles créent exactement ce que je veux. Donc si je trouve une plante qui m'étouffe les mauvaises herbes, et que je peux détruire facilement, c'est une plante qui gèle, je n'ai pas besoin de garder, donc il va mourir au premier coup de gelée de l'hiver, et qui me structure le sol, j'ai mon lit de semences, j'ai un sol propre, je peux semer. Hein, donc l'idée c'est, au milieu de ces 350 000 espèces de plantes qui existent sur Terre, je vais essayer de rechercher des plantes qui sont capables de structurer le plus efficacement les sols, et puis je vais semer dedans. Alors vous avez des plantes remarquables, il y a des plantes qui ont des capacités de faire de la racine qui sont tout à fait remarquables. Alors, je vais vous montrer le grand spécialiste de ça, donc c'est Jackson aux États-Unis. C'est un monsieur qui travaille depuis très longtemps sur des plantes justement intercalaires pour préparer les sols et les décompacter. Donc il sélectionne des graminées, bon c'est les graminées qui sont les plus performantes, il sélectionne des plantes qui font énormément de racines, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, sont capables de faire des volumes racinaires tels que vous avez un sol qui n'est plus qu'un lit de semences. Cette plante, si vous la choisissez parce qu'elle gèle, vous allez tout simplement avancer avec votre tracteur dedans, vous semez directement dans la végétation et vous allez profiter du travail fabuleux qu'ont fait ces racines. Alors on travaille à l'heure actuelle avec des plantes qui font 12 milliards de kilomètres de racines à l'hectare. Je ne sais pas si vous savez ce que ça fait. 12 milliards de kilomètres de racines à l'hectare. C'est qu'elles vous transforment des terres, on les utilise en milieu amazonien, dans des milieux extrêmement durs, on a 95% d'argile, avec des pluviométries de 3 mètres d'eau par an, donc des sols que les agronomes jusqu'alors disaient incultivables, parce que quand vous descendez une charrette dans un sol avec 95% d'argile et qui peut 3 mètres d'eau par an, je peux vous dire que vous faites une bouillie. C'est ça que l'agriculture classique ruine en 5 ans. En 5 ans, il n'y a plus rien qui pousse. Avec ces arbres, avec ces plantes-là, on fait de la production sans arrêt, parce qu'on ne laisse jamais le sol nu et on va le structurer avec ses racines. Donc l'idée, c'est de mettre une plante intercalaire. Alors, en plus, cette plante intercalaire, vous pouvez aussi la choisir comme plante énergétique. Vous pouvez prendre une plante intercalaire que vous allez mettre entre deux cultures, donc vous récoltez une orge d'hiver, avant que vous plantiez votre culture d'hiver, vous avez un certain temps, pendant ce temps-là, vous pouvez faire une culture énergétique. Parce que raconter qu'on va faire des cultures énergétiques à la place des cultures alimentaires, alors qu'on a déjà pu assez manger sur Terre, est une idée totalement farfelue. Il va qu'on garde nos surfaces agricoles pour manger. Par contre, à partir du moment où vous ne labourez plus, c'est-à-dire que vous faites pas un passage de labour pour faire des mottes, ensuite un passage pour casser les mottes, ensuite un passage pour aplanir tout ça. C'est-à-dire 4 passages avant d'installer une culture. Si vous avez juste à semer, vous avez quand même gagné 3 passages. Vous gagnez du temps, vous pouvez avoir, au lieu d'attendre entre toutes vos périodes et de laisser le sol nu, vous pouvez produire. Donc l'idée c'est, je vais installer une culture tout de suite derrière ma plante. Donc ça va évidemment, alors comment on va faire? Si on prend par exemple un itinéraire derrière céréales d'hiver, qu'est-ce que je vais faire? Là je prends une situation où il n'y a pas d'élevage, donc je n'ai pas besoin d'épargne. Je moissonne que les épis, c'est ce qu'on appelle les strippers, c'est une moissonneuse batteuse qui travaille très haut. Je ne prends que les épis, donc je consomme déjà beaucoup moins de fuel puisque je n'ai pas broyé les pailles. Je laisse les pailles debout, c'est très important de les laisser debout. Et je sème directement avec un semoir à 10, je sème directement dedans une culture intercalaire. Ça peut être une culture au gibier, ça peut être une culture qui récupère l'azote, ça peut être une culture qui fait de l'énergie, qui produit par exemple, si elle est à cycle court, qui vous produit de l'huile. On a maintenant des crucifères qui ont des cycles à 90 jours, donc vous pouvez très bien entre
une moisson 15 juillet et un semis 15 octobre, vous avez le temps de produire une crucifère qui vous fait de l'huile. Alors, ça fait des semis qui sont évidemment un petit peu, je dirais, un petit peu différents de ce que vous avez l'habitude de faire, puisqu'on va semer directement dans la paille. Alors voilà par exemple un semis dans une culture intercalaire en milieu, donc là c'est la Bourgogne, plateau blanc, conditions assez froides. Donc là c'était un sarrasin qui est un excellent précédent blé, donc là on est en train de semer dans le sarrasin. Alors vous voyez, le principe c'est que quand vous regardez par en haut, vous avez l'impression qu'on n'a rien fait, hein, puisque la machine se contente de fendre, laisser tomber la graine et refermer le sillon. Donc pas de lever de mauvaises herbes. Puisque dès que vous touchez la terre, les mauvaises herbes se lèvent. Le principe, c'est surtout de ne pas faire de mauvaises herbes et de tout de suite s'installer. Ça fait de temps en temps voilà par exemple un semis dans l'Ain, donc près de Lyon. Vous voyez, ça fait des semis qui sont un peu. Là, on sème sous la pluie. Hein. Ce jour-là, il est tombé 12 mm d'eau. On sème direct, on s'en fiche qu'il y ait de l'eau, puisque je roule sur des plantes. Hein. Donc vous ouvriez votre calendrier de semis de façon très intéressante. Là, je suis en train de semer. Alors c'est vrai que c'est choquant quand vous voyez ça, vous dites, le gars il sème, qu'est-ce qu'il va faire? Ça c'est une plante qui gèle, donc il n'y a absolument pas de souci à se poser. Et on sème notre culture. Alors vous pouvez faire, plus il fait chaud, plus vous faites des cultures imposantes. Quand vous descendez dans le sud de la France, où on a un climat qui est plus, disons, on a plus de chaleur entre le 15 juillet et puis le 15 octobre, on arrive à faire des végétations, vous voyez, très hautes. Là, on ne voit quasiment plus de tracteur. Vous voyez. Là, on est en train de semer, le tracteur, il commence à plus voir grand-chose. Alors là, vous terminez votre culture avec 2 à 3 kg d'azote en reliquat. C'est-à-dire que la pollution, c'est fini. Il n'y a plus la moindre pollution possible. Tout l'azote, tout le phosphore, toute la potasse est dans la plante intercalaire. Elle n'est absolument pas dans le... Et alors, voilà ce que donne une culture... Parce que donne une culture derrière un blé zéro herbicide, là, hein, c'est un blé, on n'a rien mis dessus. Hein. Vous voyez qu'il est propre, hein. Il n'est pas sali par les mauvaises herbes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas laissé pousser les mauvaises herbes, parce que j'ai mis une plante qui a tout étouffé. Donc quand je le regarde de près, mon blé, on se rend compte qu'il n'y a rien qui ait eu le temps de pousser, puisqu'en fait, j'ai 2 pailles. J'ai eu la paille là c'était un blé sur blé, donc j'ai eu la paille du blé précédent, la paille là c'était un sorgho en l'occurrence, que j'ai couché sur le sol. Alors vous voyez, des petites dicotes qui commencent à apparaître, le stade où est le blé, ne le rattraperont plus, hein, c'est fini. Lui, il a gagné. Donc vous vous rendez compte que vous arrivez à faire Ça, c'est des itinéraires, vous passez un itinéraire à la bourse, c'est 140 litres de fuel hectare, un itinéraire comme ça, c'est 25 litres. Donc, au niveau économie, c'est pas inintéressant parce que vous n'avez plus besoin de gros tracteurs de 200 chevaux pour faire du boulot. Alors, voilà ce que ça donne sur le sol. Ça, c'est un essai sur un limon latent de la région du Mans. Donc, on va diviser la parcelle en 2. Parcelle avec labour, vous voyez l'état de surface. Ça, c'est un limon qui a une perméabilité de 0,5 mm d'eau-heure. 1 an de culture sans labour. Regardez déjà toutes les crottes de vers de terre qui apparaissent, tous les trous. Ça y est, maintenant, l'eau ne reste plus sur le champ. Ça s'est fait en 1 an seulement. Simplement, de ne pas avoir tout de suite des chaumes tout enfouis, ou brûlés même des pailles, tout laisser sur le sol. On a semé, voilà déjà l'état du sol. Donc vous voyez, les sols répondent vite quand vous arrêtez de tout enfouir. Alors si vous avez un maïs à faire derrière un blé, c'est si vous faites une culture de printemps derrière une culture d'hiver, on fera 2 cultures intercalaires. On récolte le blé. Dans le blé, je mets ma culture d'été. En plus, le gros avantage des cultures intercalaires, c'est que vous profitez des 3 derniers mois chauds, c'est-à-dire à la fin juillet, tout le mois d'août et tout le mois de septembre, qui sont les derniers mois chauds, vous pouvez faire encore de la biomasse et vous pouvez encore faire de la photosynthèse. Derrière, je vais mettre une culture d'hiver, parce qu'il faut. Ce système ne marche que si la plante dans laquelle je sème est vivante. Si elle est morte depuis plusieurs mois, elle est toute pourrie, elle n'a plus du tout d'effet, je vais avoir la terre qui va coller sur les tiges, je vais sortir de la terre et je vais avoir des mauvaises herbes. Il faut que je sème, il faut que ma plante soit broyée la veille pour pouvoir semer. Je mets ma culture d'hiver et dans cette culture d'hiver, je sème. Alors ça fait des vets de maïs qui sont assez marrantes parce que on n'est pas habitué à voir le maïs sortir au milieu de ça. Et vous avez le maïs qui sort au milieu du caca. C'est pas gênant, c'est tout mort, il n'y a pas de mauvaises herbes. Donc, ce qui fait que vous vous retrouvez au moment de la récolte de votre maïs, vous avez un maïs qui est propre,
Hein, si vous le regardez au moment de sa récolte, vous voyez, au sol, c'est tout propre. J'ai encore un gros mulch, j'ai un gros tas de matière organique, il y a tous les vers de terre qui reviennent, les colamboles, les affaires, et puis mon sol, il est propre. Et ce maïs, je vais à nouveau le récolter au stripper, je vais prendre que mes épis, je laisse tout au sol, et je ressème immédiatement une culture d'hiver. Donc je n'arrête jamais, c'est-à-dire que le principe, c'est de copier la nature, je ne laisse jamais mon sol nu. C'est la règle de base, c'est tout le temps occuper le sol avec une plante. Et pour ça, il faut du sport rapide, il ne faut surtout pas être obligé de labourer la terre et de la remuer. Sinon, si je suis obligé de tripatouiller la terre, je vais perdre du temps et je n'aurai pas le temps de faire mes itinéraires. Alors, on a, avec le travail de Jackson là, sur les plantes à sélection, on a des plantes remarquables. Voilà, par exemple, à l'heure actuelle, la championne qu'on a dans le monde, qu'on utilise, on n'utilise pas ici, hein, c'est une plante tropicale qu'on utilise à l'heure actuelle pour mettre en valeur, pour arrêter le dégât dans les sols équatoriaux amazoniens. Vous êtes ici sur un latosol dans la région de Lucas de Verde avec 95% d'argile. Cette plante, elle a 60 jours. En 60 jours, elle a transformé un sol argileux en un couscous. Et là, on sème directement, enfin, on fait passer le bétail d'abord, c'est une très bonne, elle est très sucrée, le bétail adore. On le fait brouter par le bétail, et ensuite on sème directement les sojas ou les riz dedans. Donc on a des systèmes qui... alors, si vous voulez, par exemple, voilà, si on prend une plante comme le colza, on n'a pas le temps de faire une intercalaire entre une orge et un colza. Donc on va semer directement le colza dans les pailles de l'orge. Voilà ce que ça donne. Voilà, ça c'est un semis qui réussit. Hein, l'agriculteur a travaillé à la bonne vitesse. Il faut travailler à 8-9 km/h. Il ne faut pas travailler trop vite, sinon vous projetez de la terre, vous aurez des mauvaises herbes. Voilà un semis bien réussi, c'est-à-dire qu'on a l'impression que rien n'est passé, il y a juste les graines qui sortent au milieu de la paille. Comme je n'ai pas touché à la terre, pas de mauvaises herbes. C'est le principe de base, si vous ne touchez pas à la terre, vous n'aurez pas de mauvaises herbes. Dès que vous touchez la terre, ça se lève. Mais ça demande du doigté. Attention, la technique que je vous décris, elle est beaucoup plus compliquée que le labour. N'importe qui peut faire du labour. Ça, attention, c'est très technique. La paille est broyée là ou... Non, surtout pas broyée. Vous la laissez comme ça. Tout à l'heure, là, pour en revenir, le seigle ou le blé, j'aime pas trop le maïs. Parce qu'au moment du semis du maïs, la plante est quand même à très forte hauteur. Ouais. Le truc de quelle manière? On utilise ce qu'on appelle le rouleau faca, c'est-à-dire qu'à l'avant du tracteur, on a un rouleau qui a des barres. Non, si vous voulez qu'il le casse en tous les 10 cm. La paille est barrée, et comme vous le faites au moment, quand vous venez pour semer votre maïs, vous êtes déjà en épiaisant sur le seigle et il crève. Mais il faut absolument que vous ayez les bonnes distances sur votre rouleau faca. Donc ça vous étale, si vous voulez, votre seigle sur le sol. Le meilleur précédent pour le maïs, c'est l'avoine. Hein. L'avoine d'hiver, c'est ce qu'il y a de mieux. Et vous l'écrasez sur le sol, donc le sol est complètement couvert de la paille de blé, déjà qui était au sol quand vous avez semé l'avoine d'hiver. Et vous allez écraser votre avoine avec le rouleau faca devant vous, et derrière vous semez. C'est cool le stade végétatif de la... Complètement, elle crève. Et ça vous fait une espèce de matelas. Alors c'est vrai qu'il y a des éleveurs qui, eux, préfèrent la faucher, la donner aux bêtes. Bon, mais là, c'est toujours un peu dangereux, c'est le printemps, faire attention aux conditions humides, mais c'est vrai que si les conditions le permettent, que le sol est porteur, ça vaut le coup de le faucher et de le donner aux animaux. Alors, les invasions de limaces sont liées à la disparition de leurs prédateurs, qui sont les carabes. Vous êtes dans la même situation qu'étaient les vignerons avec les araignées rouges dans les années 70, où ils balançaient l'insecticide à haute dose, ils avaient tué les typhlodromes qui sont les parasites des araignées rouges, et une fois qu'on a compris le phénomène, on a arrêté de tuer les typhlodromes, maintenant plus aucun vigneron traite contre les araignées rouges. Ben, il faut que vous remettiez les carabes. Alors, le problème, c'est que les carabes dorment dans les haies parce qu'ils vivent dans les haies. Or, on a arraché les haies. Donc là, il y a tout un problème de remettre les prédateurs et surtout de faire très attention surtout si vous utilisez des antitaupins, des choses comme ça, là, vous massacrez massivement vos carabes. Et là, vous aurez pas de limaces. Mais les études qui ont été faites dans différentes champs de lecture en France montrent qu'il y a autant de problèmes de limaces en TCS, en SMI direct. Alors c'est vrai que le labour a l'avantage de les mettre bien au fond. Mais vous ne réglez pas le problème des limaces. Les limaces, si vous en avez, ça se traite au mois de juin dans les blés. Il faut aller la nuit dans les blés avec une lampe de poche quand elles montent le long de vos tiges de blé. Parce que c'est cette génération-là qui va pondre et qui va détruire vos semis d'automne. Donc si vous avez de la limace au mois de juin, il faut traiter. En plus, si vous traitez au mois de juin, le gros avantage, c'est que vous faites ça pendant que vous faites un traitement sur votre blé, vous mettez un épandeur d'anti-limace à l'avant de votre tracteur ou à l'arrière. Le gros avantage, c'est que tous les vers de terre sont rentrés parce que le blé a séché, enfin la céréale a séché le sol, donc vous n'allez pas tuer vos vers de terre et vous allez pouvoir vous débarrasser de vos limaces. Sinon, vous allez en avoir des milliers.
Mais bon, il y a pas mal de gens maintenant qui commencent à maîtriser ce problème-là. Il vaut mieux que vous alliez voir des gens qui font du SMIC direct depuis déjà un moment en France, qui vous expliqueront comment ils ont fait pour lutter contre. Mais c'est vrai que le premier temps, il ne faut pas laisser les limaces vous envahir. Sinon, c'est vrai que c'est des bêtes très embêtantes. Mais c'est un phénomène. Les limaces sont une vraie plaie, et on sait maintenant, des études ont montré que c'était parce qu'il y a des zombies prédateurs, des zombies carabes. Dans des régions comme la Beauce, où il n'y a pas encore aussi longtemps que ça, il y a 40 ans, il y avait encore une quinzaine d'espèces de carabes, il n'y a plus rien. Donc les limaces sont ravis. Un carabe, lui, vous mange une pompe de limaces aux 4 heures. Les bêtes qui limitent bien les populations. Voilà notre semis, vous voyez, bien réalisé. Voilà, il a bien travaillé, il n'a pas projeté de terre, il n'y a aucune terre n'est revenue en surface, la levée se fait toute seule. Alors ça, c'est vraiment un doigté, c'est-à-dire qu'apprendre à semer sans projeter de la terre, ça c'est technique. Alors quand on regarde le principe du semoir, c'est tout bête, bon, une fois de plus, c'est un agriculteur qui a inventé ça. C'est 2 disques, un qui est plus long que l'autre, qui va donc fendre la terre. L'autre sert d'espace pour faire tomber la graine, et vous avez une roue latérale qui va refermer le sillon. Ainsi tout ça, donc ça vous permet. Au Brésil, on sème dans 4 mètres de végétation, pour vous donner une idée de ce qu'on est capable de faire avec les tropicaux. Là, le climat est beaucoup plus puissant que chez nous. En 60 jours, on fait 4 mètres de végétation. On sème dans 95 tonnes de matière organique à l'hectare. Il n'y a pas une mauvaise herbe au sol. Alors que moi, j'ai vu des gars labourer au Brésil, j'ai dit pleurer. C'est le type, il sème son soja, et puis vous revenez 15 jours après, vous cherchez vainement le soja. Vous avez de la mauvaise herbe qui est déjà haute comme ça, tout est étouffé. Les types chialent pour leur culture. Parce que c'est des pays où la violence du climat est telle que les mauvaises herbes prennent le pas sur vos cultures. Là, le principe est tout bête. La nature veut faire pousser des plantes, et bien on va lui en mettre. Mais je vais mettre des plantes que moi je contrôle. Des plantes que moi je connais. J'ai par exemple un excès d'azote, je vais prendre en intercalaire, je vais prendre une crucifère qui pousse très vite, qui consomme beaucoup, par exemple un radis chinois, qui consomme énormément d'azote, et je vais arrêter de polluer. Si par exemple je suis en Bretagne avec un excès de lisier, j'ai beaucoup trop d'azote dans ma rotation, parce que j'ai pas assez d'espace, j'ai trop de cochons par rapport à mes hectares, et bien je vais utiliser une crucifère qui va pomper cet azote. Si je suis pas dans un cas d'excès d'azote, que mon problème c'est plutôt qu'au mois de juillet j'ai pas beaucoup d'eau, mon climat est plutôt séchant, ben je vais mettre une graminée qui pousse sans eau, qui n'a pas besoin d'eau pour pousser, et je vais surtout pas détruire ma paille et puis remuer la terre parce que je déchaisse mon terrain, puis là c'est fini, il n'y a plus rien qui poussera avant les pluies de septembre. Je vais surtout garder la fraîcheur que j'ai dans ma paille qui est encore debout. C'est quand vous couchez une paille debout, vous allez maintenir ce qu'on appelle l'arrêt du film capillaire dans un sol, vous allez garder de la fraîcheur, juste ce qu'il faut pour faire démarrer ces plantes, qui ensuite vont pousser. Là c'est des plantes qui descendent à la vitesse de 5 cm jour dans le sol, donc elles sont vides dans la fraîcheur. Et elles vont remplacer, elles vont nettoyer. Mais c'est vrai que tout ça, ça demande une adaptation à chaque région. C'est une agriculture, si vous voulez, beaucoup plus scientifique et beaucoup plus technique que de simplement labourer. Alors cette technique va très bien même pour la toute petite agriculture. On l'utilise même pour les tout petits agriculteurs des pays pauvres. La machine, pour les plus pauvres de tous, on utilise le tico-tico, qui est donc un semoir manuel à main qu'on plante à travers la culture, c'est-à-dire que la personne, au lieu d'avoir son petit salon pour essayer de travailler son sol, on va lui donc faire mettre cette culture. Cette culture elle sera fauchée à la faux. Là, je parle de gens qui ont, je parle du Vietnam, où les gens ont 2500 mètres carrés à cultiver pour faire vivre la famille. L'Afrique, où le bas il a 1 hectare. On fauche et on prend cette machine, vous voyez, qui a un réservoir de graines. On en amène des plus sophistiqués avec 2 réservoirs, un réservoir de graines et un réservoir d'azote. On va faire mettre 15 unités d'azote à l'hectare. On plante dans la végétation, ils l'ont appelé tico-tico, parce que quand vous faites tico-tico, il y a la graine qui tombe dans le sol, ils ont appelé ça tico-tico. Vous avez la machine tirée au cheval, avec ces disques de semi-direct, qui fait 2 sillons d'un coup. Puis vous avez les machines rotatives pour les maraîchers, avec des roues avec des trous de différentes tailles en fonction des graines que vous mettez. Donc là, le principe, c'est de semer. On sème des trèfles Trifolium subterraneum, une légumineuse, on l'attend très très rare, on prend la roue et on sème directement les radis, les plantes dans la couverture de la légumineuse.